Bonsoir Renaud Van Ruynbeck. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Vous fûtes un des juges les plus célèbres de France, 44 ans de magistrature, dont la moitié au sein du pôle financier au tribunal de Paris, 20 ans à traquer l'évasion fiscale, l'argent sale, les circuits offshore, dont on va parler d'ailleurs ce soir, les affaires Boulin, Elf, Clearstream, Urba, Kerviel, Karachi, Cahuzac et Balkany, je crois que c'était votre dernière affaire. Oui, ça fait quelques noms. Et il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on la cite moins souvent lorsqu'on vous évoque, l'affaire de la petite Caroline Dickinson, puisque vous avez eu en charge aussi le suivi de cette affaire. Vous avez d'ailleurs été à l'origine d'une très vaste campagne, vous vous souvenez peut-être, de tests ADN que vous aviez lancé et qui avait permis d'arrêter le coupable du viol et du meurtre de cette jeune Anglaise. Vous n'étiez plus à l'instruction quand il a été arrêté, je crois, le coupable, me semble-t-il. C'était quelques mois après, hein, c'est ça ? J'avais quitté le navire. Vous aviez quitté le navire. Mais vous aviez l'intuition, je crois, à l'époque, qu'Arce Montes pouvait être le coupable. Hein. Il était dans la liste, puisque j'ai instruit ce dossier pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, alors, on avait testé 3000 personnes. Donc il y avait 2000, je ne m'en vante pas, parce qu'il y a 2999 erreurs judiciaires. Et c'était pratiquement pas loin du 3000e qui était Arce Montes, et évidemment on ne le savait pas encore, qui présentait des critères intéressants. Et quand il a été arrêté, je n'étais plus là, puisque il était dans le filet que j'avais tendu, il était dans les 3000, mais tant que le dernier n'avait pas été testé, on ne pouvait pas savoir s'il était dans le filet ou pas. Voilà, c'était ça. Et donc il a été arrêté 2 ans, 1 an ou 2 après que je sois parti. Après avoir donc pisté l'argent caché dans les affaires pénales pendant 20 ans, vous avez publié donc en fin d'année dernière Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. C'est donc ce livre que vous avez publié chez l'éditeur nantais, je crois, Les Liens qui libèrent. Et puis vous aviez publié également il y a 2 ans Mémoire d'un juge trop indépendant. On reparlera aussi un peu de ce livre tout à l'heure. Dans ce livre Offshore, donc on découvre comment l'Union européenne et au-delà l'ensemble de la communauté internationale se retrouve aujourd'hui finalement prise au piège de territoires opaques qu'elles ont elles-mêmes finalement longtemps laissé prospérer. Une situation qu'on peut juger inacceptable, que ces milliards qui échappent aux États alors que ceux-ci sont face à des défis majeurs, que sont le problème du climat qu'il va falloir financer à un moment donné, et les hôpitaux, j'en passe, et les meilleurs. On en reparlera dans un instant. L'idée de ce livre, la démarche, c'est quoi? C'est de nous donner des clés de compréhension, de savoir comment ça fonctionne, comme vous-même, vous l'avez appris finalement pendant ces vingtaines d'années. C'est avant tout ça. Et en même temps, le cri d'alarme. Oui, c'est partager une prise de conscience, voilà, auprès du plus grand nombre. Et je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux ce soir, parce que c'est un problème qui est fondamental. On parle beaucoup d'écologie, on parle de la pollution. C'est un sujet, mais il y a un autre sujet, c'est les paradis fiscaux et tout cet argent qui échappe aux États. Et comme vous l'avez dit, les États aujourd'hui sont endettés. Ils ont des déficits. Et quand on dit les États, c'est pas une abstraction, ce sont vos impôts. Voilà. Ces États sont spoliés de sommes extrêmement importantes, fraudées sur le plan international, par des multinationales, c'est ce qu'on appelle la fraude fiscale, l'évasion fiscale, plutôt. Alors on pourra parler de la subtilité entre les deux, j'en vois pas beaucoup, sûr, mais évidemment. Il y en a qui font la distinction pour échapper à toute poursuite. Et puis, dans ces pays, ces paradis fiscaux, qui ont évolué, plus tout à fait les mêmes qu'avant. La Suisse et le Luxembourg sont moins prisés aujourd'hui que des pays comme Singapour, où je vais vous surprendre peut-être, Dubaï. On y reviendra si vous voulez bien tout à l'heure. Non, je ne vous surprends pas tant que ça, finalement. Non, je crois pas. Ça me rassure. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Voilà. Pas confondre avec le Qatar. Je n'ai pas dit le Qatar, j'ai dit Dubaï. Exactement, c'est pas la même chose. J'allais vous demander à quel point ça nous concerne, mais finalement, vous venez de donner la réponse. C'est en ça que ça nous concerne. C'est que ça spoilie, et ça nous spoilie quelque part. Oui, et puis, à force alors, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un fiscaliste, mais moi, j'étais juge d'instruction pendant 20 ans au pôle financier. Pendant 20 ans, j'ai consacré l'essentiel de mon temps
à remonter des circuits offshore, à faire des demandes au Luxembourg, à Singapour, à Chypre, à Malte, au Liban, aux îles Caïmans, etc. Je passe, et des meilleurs, et à découvrir tout un univers de fraude, d'outils qui existent toujours, qui souvent d'ailleurs sont des outils anglo-saxons. Et j'ai voulu dire, expliquer aux gens, ils entendent parler des paradis fiscaux, mais c'est quoi? Voilà, j'ai expliqué concrètement ce qu'il en était sur des faits objectifs. Après, chacun en pense ce qu'il veut, mais voilà, j'ai dit, il y a dans la mondialisation, dans le monde où on vit, il y a ces circuits qui permettent de blanchir de l'argent, de le cacher, de le masquer, et cet argent, il est réinvesti dans nos économies. Alors, parmi les heureux bénéficiaires de ce système aujourd'hui, il y a aussi les oligarques russes. Hein, vous avez entendu parler du gel des oligarques? On pourra en parler. J'allais vous demander quels sont les profils. Donc, les oligarques, c'est quoi? C'est la drogue, les barons de la drogue? Oui, bien sûr, les trafiquants de drogue. Les dictateurs? Les dictateurs corrompus. Ça, on en parlera aussi, il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre sur cette planète. Oui, c'est clair. La somme estimée de ces avoirs cachés dans les paradis fiscaux, on la connaît véritablement ou pas? Il y a un des grands économistes, Gabriel Zucman, qui les a évalués à, alors, tenez-vous bien, 9 000 milliards. Voilà, 9 000 milliards qui sont à l'abri dans ces paradis fiscaux. Sachant que la dette de la France, c'est 3 000 milliards. Voilà. C'est 3 fois la dette de la France. D'autres parlent de 30 000 milliards. Ah oui. C'est par définition extrêmement difficile à chiffrer, puisque c'est de l'argent caché. Voilà. C'est des gens qui détiennent de l'argent, mais pas en leur nom. On pourra parler des sociétés offshore, des trusts, etc. Si vous voulez rentrer dans la technique, on va y revenir dans la technique, vous allez nous l'expliquer. C'est quoi, juste pour faire des explications de texte d'abord, c'est quoi les caractéristiques d'un paradis fiscal? Qu'est-ce qui le caractérise? À votre avis, vous habitez un paradis fiscal, c'est un pays où vous ne payez pas d'impôts. D'accord. Hein? Ça, c'est un. Voilà, un. Deuxièmement, ce sont des paradis bancaires. C'est-à-dire que personne n'aura accès à vos comptes bancaires. C'est pratique. Ça peut être intéressant. Et troisièmement, c'est ce qui m'intéresse moi, enfin modérément, ce sont des paradis judiciaires. C'est-à-dire que les enquêtes ne pourront pas aboutir si l'argent est placé dans un certain nombre de pays parce qu'ils ne coopèrent pas. Ça vous ouvre des perspectives? Ah oui, je commence à réfléchir. Vous allez m'expliquer tout ça après. Alors, effectivement, vous l'avez abordé tout à l'heure et je voudrais vraiment qu'on fasse la distinction parce qu'elle est intéressante. La distinction entre de l'optimisation fiscale, ça on voit bien comment évidemment on peut réduire ses impôts, de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Parce que de l'évasion fiscale, c'est peut-être ce que font aujourd'hui les Google, les Amazon, les Apple, vous allez nous le dire dans un instant. La fraude fiscale, ça peut être nous tous ici qui ne déclarons pas 2 000 € d'impôts. Oui. On est d'accord. C'est ça. Donc vous, comment vous distinguez les trois alors? Moi, je ne fais pas beaucoup de distinctions, ce qu'on me reproche d'ailleurs. Parce que vous, par exemple, vous disiez la fraude fiscale. Vous ne déclarez pas, vous êtes, je sais pas, vous êtes artisan, vous ne déclarez pas 1 000 € de recettes. C'est de la fraude. C'est une omission dans une déclaration à laquelle vous êtes assujetti. On va vous dire fraude fiscale. On ne posera pas la question de savoir si c'est un oubli, si c'est machin. En général, c'est pas qu'un oubli. Mais on vous dira fraude fiscale, 5 ans de prison risqués ainsi que des amendes. Une multinationale, on peut parler des GAFA, etc. Bon, je ne donnerai pas de nom. Une multinationale travaille en France, a une activité en France, mais cette multinationale va créer des structures intermédiaires entre la société mère, qui est aux États-Unis, pas n'importe où d'ailleurs, aux États-Unis, au Delaware. Cherchez l'erreur, parce que quand on parle de paradis fiscal, il y en a un beau au milieu des États-Unis, ça s'appelle le Delaware. Bon, donc vous allez
regardez, vous regarderez sur votre téléphone le nombre de sociétés multinationales qui ont leur siège au Delaware. Ah, tiens, pourquoi le Delaware? Je crois que c'est l'État de Joe Biden, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, enfin, pure coïncidence. Hein. Bon, donc, ils ont leur... Et ça date pas d'hier, hein, oui, voilà. Alors, ils ont une siècle. activité dans le monde entier, en Europe et en France. Alors, en France, c'est un pays, je ne vais pas dire un pays sauvage, mais un pays où on vous taxe, où il y a des impôts élevés, etc. Bon. Donc, cette multinationale va générer un chiffre d'affaires et des bénéfices. Mais ces bénéfices, elle va faire en sorte, par des conventions intra-groupes, pardon si je rentre dans la technique, à cette heure avancée du jour, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais cette multinationale, on dit que son siège est au Delaware. Bon, elle a une activité en Europe. En Europe, elle va créer une filiale en Irlande. Pourquoi l'Irlande? Parce que le taux d'impôt est un des plus faibles dans l'Union européenne. Et puis cette filiale en Irlande, elle va créer une filiale en France. Et puis on va signer une convention entre la société irlandaise et la société française disant, voilà, sur votre activité, vous, société française, bah, vous bénéficiez de notre savoir-faire, nous, société irlandaise, donc on va vous facturer 10%. C'est drôle, ça correspond exactement aux bénéfices générés en France. Donc la société en France, bah, elle perd à zéro. Elle paiera ses employés, ses charges, etc. Mais tous les bénéfices vont monter en Irlande, 15% ou 14%. Moi, je suis PME en France, 15%, je signe tout de suite. Hein, parce que... Oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est présenté comme de l'évasion fiscale ou optimisation fiscale. Là, je ne fais vraiment pas la distinction. C'est-à-dire que moi, multinationale qui suis au Delaware, je vais faire en sorte de déclarer mes impôts en Europe, dans le pays où je paye le moins. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. C'est quand même assez choquant de voir que cette évasion qui va porter sur des milliards, on va dire c'est légal, c'est de l'évasion fiscale. Et revenez à mon artisan de tout à l'heure qui n'a pas déclaré 1000 €, lui on va lui dire fraude fiscale. Moi, je dis simplement, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a une évolution du droit. Vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure du droit. Ben oui, le droit, il évolue. Et qui commence à considérer que dès lors qu'une multinationale fait remonter artificiellement ses bénéfices par des conventions intra-groupes, alors avec une armée de conseillers fiscaux, etc., hyper spécialisés, on est là, on rentre là dans un domaine qui relève plus de la fraude que de la simple évasion. Voilà, donc moi j'assimile les deux parce que, et vous avez deux, je les cite d'ailleurs, il y a deux multinationales qui se sont fait épingler, américaines. Il a fallu, alors, vous savez, la justice est lente, hein, mea culpa, il a fallu 10 ans, je crois, ou 7 ou 8 ans pour que, finalement, ces deux sociétés acceptent ce qu'on appelle une transaction avec Bercy, et avec le procureur national financier. Ça veut dire qu'ils admettent qu'on n'est plus réellement dans l'évasion fiscale, et ils vont payer des centaines de millions. Je veux dire, par rapport à ce qu'ils gagnent globalement, ça reste une opération rentable. Hein. D'autant qu'une troisième, elle est passée entre les mailles du filet. Ils ont réussi à pas se faire prendre, parce que pour démontrer qu'il y a des montages artificiels, qu'il y a une volonté de frauder, il va falloir une armée d'enquêteurs, il va falloir éplucher je ne sais pas combien de milliers d'emails, etc., avant de pouvoir commencer à faire une démonstration. Vous imaginez la complexité de ces affaires. Donc s'il y avait une première réforme, mais je ne suis pas ministre des Finances et je ne veux pas l'être, hein, mais si j'étais aux manettes, la première réforme, c'est celle-là que je ferais. C'est-à-dire que je reconvertirais une partie des inspecteurs qui travaillent sur les petites entreprises, etc., et je les mettrais sur les gros circuits. Je mettrais les moyens, là. Voilà. Bon, ceci dit, je ne suis pas
Je ne suis pas aux manettes, je ne suis pas pré-diète et je ne suis pas candidat du tout. Donc paradis fiscal, on pourrait considérer que c'est de l'évasion. Pour vous, c'est de la fraude, mais on peut considérer que c'est de l'évasion, un paradis fiscal. Paradis fiscal, on fait tout. Attendez, au paradis fiscal, on fait... optimise. Oui, enfin, je parlais de la petite fraude fiscale, mais vous avez aussi de la grande fraude fiscale. Oui, bien sûr. Faite par des grandes entreprises, certains dirigeants d'entreprises qui vont verser des commissions à l'étranger sur des marchés de vente d'armes ou de pétrole ou ce que vous voudrez, et qui récupèrent une partie de l'argent des commissions sur des comptes offshore. Là, on est dans la fraude fiscale, mais je dirais la grande fraude fiscale, si j'ose dire. Hein, grande au sens montant, donc intouchable. Intouchable parce que paradis fiscaux, très difficile à démonter ces circuits. Je peux vous dire que si aujourd'hui vous me demandiez de créer un circuit, je vous le crée en 5 minutes. Alors justement, ça tombe bien, parce que c'était exactement ma question suivante. Impossible à identifier, là je peux vous dire. Je sais où il faut passer. Vous pourriez écrire un que sais-je sur le sujet. C'est vrai, c'est le prochain peut-être, oui. Alors, imaginons, parce que vous avez éveillé ma curiosité, j'ai 100 millions d'euros à placer et plutôt à cacher. À qui je fais appel? Comment je m'y prends? Vous êtes français? Je suis français. Vous avez des contacts au Luxembourg? Oui. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Non. Non. Vous allez au Luxembourg, c'est pas trop loin. Je vais Genève. Ouais. La Suisse allemande, c'est mieux. C'est plus sécurisé. Zug, par exemple. Zug, alors là, ça va. C'est un canton suisse très... Ouais, mais vous parlez pas allemand. Non. Bon. Non. Ça va être compliqué. Mais au Luxembourg, ils parlent luxembourgeois, allemand, mais français aussi. Donc vous allez voir un conseiller au Luxembourg. Un conseiller qu'on appelle une fiduciaire. Une fiduciaire, c'est un conseiller, c'est fiducie, ça veut dire fides en latin, si ma mémoire ne me trahit pas. Il y a des latinistes parmi vous, peut-être. Fides, c'est la confiance. Quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est très important. Oui, surtout pour 100 millions. Qu'un ami qui a déjà caché 500 millions vous a recommandé chaleureusement. Voilà. Ça marche comme ça. Donc vous allez au Luxembourg voir cette fiduciaire. Alors votre ami l'a prévenu, tout ça, donc ça va, il connaît le problème. Et vous dites, voilà, je vais toucher 100 millions et je ne veux pas que le fisc, le méchant fisc français, puisse en avoir connaissance. Bon. La fiduciaire va vous dire c'est pas un problème. Simplement, je vais vous proposer des sociétés offshore. Alors, c'est quoi une société offshore? Il en a dans son tiroir. Ah, c'est pratique. Oui, il en a. Alors, il y a des sociétés neuves et il y a des sociétés d'occasion. Et c'est le même prix ou pas? Non. Ah, d'accord. Mais j'ai 100 millions, donc j'ai un peu de marge. Donc vous allez prendre des sociétés neuves. Oui, c'est plus sûr. Ça va me rassurer. Oui, mais vous savez, même à 100 millions, il y en a qui jouent petit bras et ils rognent. Alors, moi, je ne vous conseillerais pas parce qu'une société d'occasion, elle a déjà servi. Elle a pu servir à des trafiquants de drogue, à des gens comme ça. Un jour, un juge irresponsable peut démasquer le poteau rose et vous tomber dessus. Ouais. Donc vous prenez une neuve. Ça vous coûtera... moi, ça date, mes chiffres, ça date de quelques années, c'était 10 000 $. 10 000 euros, on va doubler. C'est vrai qu'avec la hausse du prix du pétrole, il y a de l'inflation. Et puis les prises de risque, allez, 20 000 euros. Voilà, 20 000 euros, vous avez, clé en main, une société panaméenne. Vous avez parlé des Panama Papers. Ah oui, très bien, pratique. Voilà, c'est une liste très partielle des heureuses personnes qui, comme vous, avaient peut-être 100 millions d'euros à cacher et qui avaient ouvert des comptes au nom de sociétés panaméennes. Voilà. Ces sociétés panaméennes, c'est des sociétés écrans. Ce sont des sociétés qui sont créées au Panama. Alors, vous allez me dire pourquoi Luxembourg, Panama, je ne comprends pas. Ah, mais vous me suivez. Mais je vous suis, mais surtout, moi, j'ai pas envie que la société soit à mon nom. Ah, mais elle ne sera jamais à votre nom. Non, c'est tout. Justement, c'est un masque. Vous payez 20 000 euros. Alors, si vous avez 100 millions d'euros,
c'est pas une société qu'il va vous falloir. Hein, je fais monter les enchères parce que moi, fiduciaire, j'ai ma marge. Hein, quand je vends 20 000 euros, ça ne me coûte pas 20 000 euros, on est d'accord. Hein, bon, il vous en faudra 4 ou 5 hein, pour avoir un circuit bien rodé. Alors, moi, fiduciaire, j'ai des sociétés écrans parce que je les ai achetées. Ça s'achète. Le cabinet Mossack Fonseca, qui a été pris dans les Panama Papers, c'est un cabinet qui est implanté au Panama et qui vend des sociétés à qui il les voudra sur toute la planète à des sociétés fiduciaires comme moi qui sont basées au Luxembourg, à Genève, à Zurich, toutes des belles places financières qui présentent bien. Oui. Hein, voilà, c'est ça qui est important, qui ont des législations anti-blanchiment, tout ce qu'on voudra. Singapour. Voilà, donc voilà quelques... Londres. Oui, on va en reparler. On parlera des anglo-saxons. Ouais. Bon, restons dans notre sphère. Parce que j'ai noté je ne veux pas perdre le fil, parce que j'ai quand même 100 millions, je veux pas aller... Ouais, et puis vous... Essayez pas de m'entourlouper. Non, puis vous ne savez pas parler anglais correctement, donc oublie. Bon, donc... Luxembourg, donc on vous propose 5 sociétés panaméennes qui auront 5 noms différents. Ça vous fera 100 000 euros. C'est quoi? C'est 1 pour 1000? Oui, ça va. Ça va? Je prends. Ouais. Bah, c'est un coût. Hein. De toute façon, l'opacité a un coût. Hein. Et le risque zéro n'existe jamais. Ça me rassure. Ouais. Ça me rassure, moi en tant que juge, ça me fait plaisir de voir qu'il n'y a jamais un risque zéro. Voilà. Mais bon, le monsieur, il a 100 millions d'euros. S'il déclare ça aux impôts, combien vous allez en payer? Je sais pas, j'ai même pas fait le calcul parce que je savais que vous étiez là. Donc 30 ou 40 millions, c'est peut-être la peine de se bouger un peu et de prendre un petit peu de risque. Hein, vous aimez prendre les risques. Bien sûr. Là, on est au Mans, les 24 heures du Mans, c'est connu pour ça. Donc il n'y a pas de problème. Donc, alors, un petit risque, vous limitez les risques en prenant 5 sociétés. Mais vous disiez tout à l'heure, le Luxembourg, il y a des législations anti-blanchiment, ils sont dans l'Europe, etc. Bon, c'est pas clean, mais quand même, ils sont obligés de montrer. Donc, moi, fiduciaire, je suis au Luxembourg, mais je vais vous fournir des sociétés panaméennes, et surtout, je vais vous dire une chose, l'argent, on ne va pas le mettre au Luxembourg. Donc, on ouvre des comptes au nom des sociétés, comptes bancaires. Voilà. Ouais. Ah, vous m'avez bien suivi. Et où quand même savoir vous où allez ça les va. ouvrir où, ces comptes? Au Panama. Non. Ah non? J'ai pas confiance dans le Panama. Non. Ah, attendez, donc c'est vrai? C'est pas des comptes au Panama? Non, c'est des sociétés panaméennes. Mais elles ouvrent des comptes ailleurs. Voilà. Enfin, moi, je vais les ouvrir. Moi, oui, fiduciaire. Bien sûr, j'ai bien compris. Voilà. Où est-ce que je vais vous les ouvrir? Alors, le nouveau paradis. Dubaï. Dubaï. Ah. Dubaï. Si un jour il y a une enquête sur vous, ils répondent pas. Ils extradent pas en plus. Ils extradent pas. Ouais, c'est pas formidable. C'est vraiment un paradis. Hein. En plus, à Dubaï, vous ne payez pas d'impôts. On peut parler aussi des oligarques. Vous avez vu le double jeu de Dubaï aujourd'hui. Ils sont très bien avec les Russes. Hein. Et il y a beaucoup, c'est marrant, il y a plein d'oligarques qui mettent leur argent à Dubaï aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait monter l'immobilier où vous pouvez aussi placer votre argent. Parce que les 100 millions, on va les placer. Donc, je vais vous ouvrir, alors, une panaméenne. Là, la première, on va ouvrir un compte à Dubaï. Et puis, vous savez, on ne sait jamais, parce que ces petits roitelets là, qui vivent sur des trésors de pétrole et de gaz. J'engage que moi quand je dis ça, hein, je le dis, parce que je suis pas... J'aime bien me chauffer, mais je suis un irresponsable total, donc je peux dire ce que je pense. Voilà. Ça peut valser un jour, on ne sait jamais. Regardez ce qui s'est passé au Liban. Il y a quelques années, je vous aurais conseillé le Liban. Ouais. Oula. Alors, le deuxième, je vais vous l'ouvrir à Singapour. On va mettre un peu d'anglo-saxon dans l'histoire. On va mettre Guernsey ou l'île d'Oman. Ça me fait 3. Un peu de Chypre. Pas mal, Chypre. Ouais, pas mal. Pas mal. Et le cinquième, pourquoi pas à Londres? On ne mettra pas le plus gros. On va en mettre un peu quand même. Bon, les Caïmans, ça me plaisait bien, ou les Bahamas, mais c'est pas... Non, c'est moins sûr.
Moi, vous savez, je préfère... Là, c'est l'argent qu'on va mettre. Hein. Je veux bien une société des îles Caïmans pour faire écran. Mais c'est pas l'argent. Mais l'argent... Londres, c'est quand même une sécurité. Londres, c'est top. Là, c'est le top du top. En plus, depuis qu'il y a le Brexit, depuis que les finances, les banques commencent à partir, pensez bien que Londres ne va pas leur tomber dessus pour faire sauter le secret bancaire. Donc ça reste quand même une place prisée. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de paradis parfait. Mais déjà sur 5 pays avec 5 offshore, je vais vous ouvrir tout ça, et puis j'attends plus que l'argent maintenant. Oui, mais maintenant je voudrais que qui va les ouvrir? Quel nom vous allez mettre? Le nom de la société, mais la société elle a forcément un gérant. Oui, alors dans un pays. Les enfants éventuellement ou. Oui, si vous avez un prête-nom, oui, c'est parfait. En qui vous avez confiance, hein? Oui. J'ai confiance. Oui. Attention, parce que lui, il aura la signature. Ah oui. Ouais. Eh oui. Alors, si Poutine veut ouvrir un compte, on dit qu'il est très riche, Poutine. Oui. Bon, j'imagine pas une seconde Poutine aller au Luxembourg me voir en disant voilà. Non. Et moi j'imagine 2 milliards à cacher. J'imagine mal le gars qui va vous voir trahir Poutine. C'est risqué péril. Ça peut être un oligarque. Donc il est assez tranquille sur le prête-nom. Ça peut être un oligarque. Oui. Ah oui. Oui. Vous savez, son opposant Navalny qui a dénoncé ce petit cabanon qu'a Poutine, vous savez, au bord de la mer Noire. Le yacht de 146 mètres, oui. Comment? 146 mètres le yacht, c'est ça? Ou 160? Ah, il y a le yacht, oui, il y a le Scheherazade. Non, mais il y a aussi une petite propriété, là, la villa, là. Ouais. Il explique, Navalny, parce qu'il a publié il a fait des enquêtes, enfin ses équipes ont fait des enquêtes dénonçant la corruption en Russie, et on s'aperçoit que cette ville-là, elle est au nom de société offshore, et que les bénéficiaires, ça serait des oligarques. Alors, ça pose le problème de la confiance que Poutine peut avoir dans les oligarques. Ouais, mais vous savez, souriez pas trop parce qu'il y a un certain nombre d'oligarques qui sont passés par la fenêtre. C'est vrai, malencontreusement. Malencontreusement. Donc tout ça est fait, les comptes sont ouverts, les comptes bancaires sont ouverts, les sociétés créées. 10 ans plus tard, je reviens vous voir parce que j'ai eu connaissance qu'un juge français, Renaud, je ne sais plus comment, un incompétent notoire. Voilà, un incompétent notoire, fouillait dans mes affaires. Et il a quand même un numéro de compte. Un de mes numéros de compte. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va tracer. Et il va s'adresser à qui? S'il a un numéro de compte, ça sent quand même le roussi pour vous. Si vous avez mis 20 millions sur chaque compte, moi, fiduciaire, j'ai fait aucun contact entre les comptes. Donc vous avez déjà 80 millions, c'est tranquille. Mais il va falloir le temps que le juge ait les autorisations pour pouvoir voir dans les comptes. Il n'aura pas connaissance de vos 4 comptes. Vous me dites qu'il a connaissance d'un compte. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais attendez, il a le numéro du compte, mais il n'a pas l'autorisation de voir ce qu'il y a dedans. Il faut qu'il demande des autorisations pour ça. Oui, c'est vrai. Ça va lui prendre quelques mois. Ça dépend où. Ça dépend quel compte il a identifié. D'accord. Imaginons que c'est Singapour. Ça vous va, Singapour? Oui, voilà. Bon, donc, comme vous avez... Dubaï ne sera pas impacté, il n'a pas connaissance, il n'aura jamais connaissance, parce que moi, fiduciaire, je n'ai établi aucun contact de flux bancaire entre Singapour, qui est identifié, et les 4 autres comptes qui ne le sont pas. Donc, il a 80 millions sont à l'abri. Voilà. Alors, reste les 20 millions. Il a le numéro de compte, c'est à Singapour. Il va faire une demande à la tournée de Singapour qui va prendre un certain temps. Donc, il n'y a pas le feu au lac, hein, si j'ose dire. Hein? S'il a les relevés du compte au bout d'un an, ça sera déjà pas mal pour lui. Hein? Oui. Parce que quand il va faire une demande, il ne peut pas, lui, aller à Singapour directement
demander le compte à la banque. Non, ça serait trop facile. Il faut qu'il fasse une demande à la tournée de Singapour. Et cette demande, il faut alors il faut d'abord qu'il rédige une demande, qu'il la motive, qu'il l'explique, qu'il la traduise, etc. Bon, c'est un petit mois pour faire tout ça. À partir de là, sa demande, il va la donner au procureur de Paris, qui va la transmettre au procureur général de Paris, qui va la transmettre au garde des Sceaux. Ah oui. Oui, encore là, je vous fais un circuit court, parce qu'il y a mieux. Le circuit long, c'est le garde des Sceaux qui transmet au Quai d'Orsay, puis à l'ambassade de France, puis au ministère des Affaires étrangères, même circuit de l'autre côté. Je crois que Singapour, ça va directement de ministre de la Justice à ministre de la Justice. Mais il y a encore des pays où il faut passer par le Quai d'Orsay. Moi, ça m'est arrivé, au bout de 6 mois, d'avoir aucune nouvelle du pays où j'adressais, d'aboyer, mais j'aboie contre qui? Je vais commencer par m'adresser au procureur de Paris. Alors, vous l'avez transmise, ma demande? Vous n'étiez pas en vacances à ce moment-là? Il n'y a pas... Oui, je l'ai transmis à telle date. Bon, au procureur général. Ça a mis 1 mois. Hein. Bon. Oui, mais on est débordé, la justice n'a pas de moyens. Enfin, vous connaissez la chanson mieux que moi. Voilà, moi aussi, je suis pas débordé, j'ai tous les moyens qu'on veut. Mais voilà, bon. Voilà, le genre d'argument qu'on m'oppose. Parquet général, même chose. Alors eux, ils ont mis 2 mois. Ça fait déjà 3 mois. Au ministère de la Justice, ils ont mis 1 mois. Ça fait 4 mois, et depuis, il n'y a plus de nouvelles. C'était passé, en l'occurrence, c'était à l'île Maurice, et c'était passé par le Quai d'Orsay. Il fallait passer par les affaires étrangères. Et là, manifestement, c'était encore là. Donc j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères. J'ai affaire à des diplomates. La diplomatie, ça, je vais vous faire un aveu, ça n'a jamais été mon fort. Hein. Voilà, j'aime bien tout de suite. Voilà, donc ça fait des étincelles, ça plaît pas, mais ça débloque quand même. Bon, tout ça pour vous dire que votre compte à Singapour, s'il l'obtient au bout d'1 an, ça laisse le temps de se retourner et d'envoyer l'argent ailleurs. Bah oui. Bah, on va l'envoyer à Dubaï. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, de toute façon, il n'aura jamais de réponse. Jamais. Ça ne sert à rien de demander, de toute façon. Ah non. Je ne sais même pas s'il fera la demande. Peut-être pour la forme, pour dire qu'il a fait la demande, pour pas qu'un avocat lui reproche de n'avoir rien fait. Mais le juge, il va se décourager. De toute façon, au bout d'1 an, il en aura marre, non? Ah, méfiez-vous, parce qu'il y a des juges, ils n'aiment pas perdre. Hein. Ah, attention. Hein. Vous avez encore un domicile en France, vous avez encore... Oh là là, le prenez pas trop, quand même, à la légère, quand même. Hein. Mais comment le juge, il peut avoir autant de patience? Comment? Comment le juge peut-il avoir autant de patience au bout de 6 mois, 1 an? Il est borné. Donc alors, qu'est-ce qu'il va obtenir au bout d'1 an? Bah oui. Il va obtenir le relevé du compte. Ah. Il aura demandé à Singapour les relevés du compte qu'il a identifié. Oui, mais moi, fiduciaire, je vous ai ouvert plusieurs comptes à Singapour. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'il va savoir, le juge, au bout d'1 an? Eh bien, je l'ai vu dans les fraudes carbone. C'est un dossier que j'ai eu aussi, les escrocs à la taxe carbone. Là. Eux, c'était à Hong Kong. C'est pareil, Hong Kong, Singapour. C'est-à-dire que je n'ai obtenu les relevés que du premier compte. Alors, il y avait 2 banques. Bon, je ne les citerai pas par courtoisie, mais ce n'est pas des petites banques, c'est des banques internationales qui sont bien connues. Je vois souvent, d'ailleurs, ça m'énerve à chaque fois, leur nom sur les maillots des joueurs de foot là qu'on voit à la télé. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Bon. C'est comme ça, c'est le monde où on vit, il est comme ça. Bon, on fait avec. Mais si sur ce compte, c'est relevé, vous voyez que j'ai fait des virements sur d'autres comptes, c'est sympa pour vous? Parce que vous voyez qu'il y a d'autres comptes. Oui. Sauf que sur ces autres comptes, il va falloir que vous refassiez la même demande. Mais c'est ça. C'est super. Et je me souviens de ce compte à Hong Kong que je demande, j'en ai eu d'autres d'ailleurs, où j'apprends qu'au sein de la même banque, il y avait un 2e compte. Génial.
Oui, génial, sauf qu'ils ne me l'ont pas donné, le deuxième compte. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ben, vous ne nous l'avez pas demandé. On en rigole, mais c'est dramatique. Mais Singapour a signé toutes les conventions anti-blanchiment de la Terre. C'est plus un paradis fiscal. C'est toute la différence avec Genève, mais je vous ai ouvert aucun compte à Genève. Parce qu'à Genève, en tant que juge, moi je pouvais demander, j'avais un coup de fil à passer, je commençais à le connaître, les juges de Genève. Voilà, c'était le compte qui m'intéresse, et je pouvais faire ce que les Anglais appellent une fishing expedition. Vous savez, c'est un filet. C'est un filet de pêche. Hein? Fishing expedition, vous m'avez compris, fishing moyen. Ouais. Bon. La pêche, ouais. Ouais, la pêche, voilà. Ouais, quand même. Ouais, j'ai un peu quelques notions d'anglais. Ouais. Je suis pas allé au Luxembourg. Ouais. C'est-à-dire que quand je m'adressais à mon collègue de Genève, je pouvais lui demander le compte que je connais et tous autres comptes que révélerait l'exécution de ma demande. Mais si je fais ça à Singapour, ils vont me le refuser en me disant c'est une fishing expedition, on ne peut pas comme ça investiguer sur... Et regardez dans les fraudes carbone. Là, ils avaient compris, on est en 2010, les fraudeurs. Vous connaissez, vous avez entendu parler de la fraude carbone? Non? C'est énorme. Les escrocs, ils ont escroqué. Alors là, pour le coup, le contribuable, c'est-à-dire vous, on parle d'1,4 milliard d'euros pour une poignée d'individus en l'espace de 18 mois. Et où est-ce qu'ils ont ouvert leur compte? Ils avaient le même problème que vous. Ils sont allés voir une fiduciaire. Ah, on va avoir plein d'argent. Eux, ils sont allés à Hong Kong. Avant que le grand frère chinois commence à effrayer les vierges effarouchées. Hein? Bon. Donc, Hong Kong, je me souviens très bien, une demande, l'argent est parti sur un autre compte. Et ils avaient ouvert toute une série de comptes, donc j'ai presque honte de le dire, parce que moi j'ai toujours lutté contre la montre. C'était pour moi une obsession, parce que j'ai conscience de la réalité, c'est que la justice est lente. Et particulièrement dans ce domaine-là. Donc j'ai toujours mis des échéances et j'ai dû par moments faire des choix. Dans cette histoire, j'avais un dossier de fraude carbone, il y en avait pour 70 millions d'euros quand même. Alors avec des prête-noms, des gens de banlieue qui avaient prêté leur carte d'identité, qui se retrouvaient à la tête de sociétés qui avaient des comptes à Hong Kong, qui avaient détourné 70 millions et qui vivaient dans une chambre de bonne en banlieue parisienne et qui avaient du mal à payer leur loyer. Mais ils avaient touché 2 000 euros pour servir de prête-nom. Combien? 1 000 euros, même pas. Ouais. Oh là, vous êtes généreux là. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. Peut-être 100 euros, tiens, tu peux pas me prêter ta carte là ah, non, t'inquiète, c'est pas... T'inquiète. Et ils utilisaient l'identité, ils ouvraient des comptes à Hong Kong, comme ça. Ils allaient là-bas et ils ouvraient ces comptes. Et donc, dans ces fraudes carbone, les douaniers, parce que c'était les douanes judiciaires qui avaient initié la procédure que j'avais, moi au début, je connaissais rien à ces fraudes. Je commençais à découvrir les fraudes à la TVA, mais bon, je vous épargnerai la démonstration de la fraude à la TVA pour ce soir. Hein. J'ai mis des années à comprendre, hein, mais je suis un esprit lent. Par contre, vous savez, la justice, on la compare quelquefois à un mammouth, hein, c'est-à-dire qu'elle est lente, mais le problème, c'est que quand elle est lancée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Bon. Et je revois mes douaniers qui viennent me dire, voilà, il y a des comptes à Hong Kong, à Chypre, en Lettonie, etc. Bon, je dis, écoutez, Hong Kong, j'y vais pas. J'ai pas envie d'avoir un dossier qui dure 5 ans, 6 ans. Bon, j'y vais pas. Par contre, je vais demander les comptes en Lettonie et à Chypre. C'est compliqué, à Chypre, on pourra en reparler. Bref, j'obtiens au bout d'1 an les comptes de Chypre et de Lettonie. Alors les Pays-Bas, il faut savoir que c'est des places pour le blanchiment qui sont utilisées. Alors, je ne sais pas si elles le sont encore aujourd'hui, mais elles ont joué un rôle très important. Et qu'est-ce qu'on apprend avec les résultats? Vous me suivez? Des comptes de Chypre et de Lettonie, quand j'obtiens les comptes 1 an après, que tout est parti à Hong Kong.
Donc j'ai mes douaniers qui sont venus me revoir. On vous l'avait dit, monsieur le juge, vous n'avez pas voulu aller à Hong Kong. Bon, alors ils sont polis avec les juges, vous savez, il faut toujours être courtois, on ne sait jamais avec eux. Bon, j'ai ok, je vais à Hong Kong. Enfin, je vais à Hong Kong. Déjà, j'aime pas l'avion. Alors si en plus faut prendre 20 heures d'avion en classe économique pour aller les supplier, non. Il y a des douaniers là-bas, donc je fais ma demande. Et je sais que là, je vais en prendre pour des années. Alors, j'ai honte de le dire, c'est mon plus vieux dossier. C'est un dossier qui a duré 7 ans. Ah oui. 7 ans. Voilà, 7 ans de galère. J'ai quand même récupéré 40%, 40 millions peut-être un peu plus, sur les 70 d'appartements aux États-Unis. Alors, ils rachetaient au subprime. Vous savez, les subprimes. Il y a des gens qui se sont trouvés étranglés, qui ont vendu leur maison à bas prix. Oui, mais quand vous vendez la maison à bas prix, il y a des gens qui rachètent. Et certains de nos escrocs, eh ben, ils ont racheté. Voilà, ils ont loué et ils attendaient que les prix remontent. Alors j'ai pu en récupérer certains. Non, mais il n'y a pas de morale, hein. On fait de l'argent. Voilà, ils avaient de l'argent, donc ils envoyaient 1 million. Quand vous détournez 70, ça va. 1 million à un agent immobilier là-bas, moi j'appelle ça des requins, qui étaient là pour repérer les bonnes affaires. Voilà. Et ils faisaient fructifier ce capital. Donc alors, je vais vous dire, pour arriver à identifier Hong Kong, de l'argent qui était reparti aux États-Unis, qui était investi aux États-Unis, il fallait convaincre un procureur à Miami, etc. Ça a été une galère pas possible, mais j'ai quand même récupéré, quelquefois on se fait plaisir, une belle villa qui valait quelques millions, voilà, au bénéfice du contribuable français. Très bien, il vous en remercie. Mais j'ai mis 7 ans, j'ai honte de le dire, j'ai mis 7 ans. Alors, regardez dans ces histoires de taxes carbone, qu'on appelait l'escroquerie du siècle, il y a eu pas mal de condamnations, mais il y a eu peu d'argent de récupérer. On est au cœur de notre sujet, parce que comme vous, ils sont allés voir des fiduciaires et ils ont envoyé l'argent à l'autre bout de la planète. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller voir une fiduciaire, je vais acheter un appartement à Dubaï, c'est beaucoup plus sûr, visiblement. D'après ce que vous me dites, il vaut mieux acheter des appartements à Dubaï. Oui, mais l'achetez pas directement, c'est naïf, ça, de faire ça. On va le voir. Oui, mais de toute façon, Dubaï ne va pas vous donner d'infos, donc je suis tranquille. Oui, mais d'où vient l'argent? Ah oui. Allez, commencez par avoir une fiduciaire qui va vous blanchir l'argent et après vous achèterez à Dubaï. Ah d'accord. Bah, Okay. oui. Très bien. Comme ça, il sera indétectable. J'ai eu peur un peu pendant quelques minutes, je suis rentré trop dans le rôle en fait. Alors on découvre dans le livre, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, que la City, et ça c'est enfin moi je l'ai appris en lisant votre livre, la place financière de Londres, c'est un paradis pour l'évasion fiscale. Et effectivement, c'est pas un hasard si les oligarques russes sont à Dubaï, ça c'est sûr, mais sont aussi et étaient très présents à Londres. Comment expliquer qu'au cœur, alors non pas de l'Europe, parce qu'ils n'y sont plus, mais on puisse procéder à de l'évasion fiscale aussi facilement, de la fraude fiscale à Londres? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est autorisé? Mais c'est normal. Ah. C'est la norme depuis très longtemps. Ce qui est anormal, c'est d'empêcher l'évasion fiscale, d'essayer d'avoir une réglementation qui contrôle tout ça et qui impose une transparence. C'est ça qui n'est pas normal. Mais quand il était dans l'Europe, les Européens n'ont pas demandé aux Anglais de... Est-ce que vous croyez qu'ils ont demandé à Malte de changer sa législation, à Chypre, etc. Le Luxembourg, ça a été difficile. Donc les Anglais, les Anglo-Saxons, ils ont le droit anglo-saxon en plus qui est protecteur. C'est-à-dire qu'ils considèrent que d'avoir un compte bancaire, ça fait partie de vos droits de la personne. Et c'est secret. Vous avez le droit d'avoir un compte caché, comme vous avez le droit d'avoir une maîtresse. Ça vous rassure? Complètement. C'est votre vie privée. C'est une atteinte à la vie privée. C'est une atteinte aux droits de l'homme que d'aller demander à Londres les relevés d'un compte bancaire. Alors, ils ont signé des conventions anti-blanchiment, etc., mais on se heurte à nouveau au droit anglo-saxon. La City, j'ai un collègue italien qui m'a expliqué qu'il y était allé dans la City. Vous savez que les procureurs italiens ont toujours été très en pointe. Il y a eu l'opération Manipolité. Ils s'intéressent d'ailleurs au bateau Scheherazade de Poutine actuellement, on pourra en reparler.
les procureurs italiens sont très indépendants et ils vont de l'avant. Je revois encore ce collègue m'expliquer qu'il est allé en Italie parce qu'il avait un Italien qui avait un compte à la City. Alors il m'a dit, c'est pas compliqué, je suis allé là-bas. Et là-bas, il y avait plusieurs personnes autour de la table. Il y avait le banquier, là où était l'argent, mais il y avait aussi alors, le représentant du Home Office, ministère de l'Intérieur anglais, le responsable financier de Londres, des banques de Londres, et le responsable de la City. Donc quand j'avais une question à poser à la banque, il fallait que je commence par la poser en anglais. Non, pas directement responsable de la City, au Home Office, puis le responsable de Londres, puis le responsable de la City, puis la banque, qui oppose le secret bancaire. Donc, voilà. Petite parenthèse, prenez puisqu'on parlons de corruption, on parle de dictateur. Un des plus grands fraudeurs, mais il y en a d'autres, on ne les connaît pas, mais il y en a d'autres, c'était le général Abacha, Nigeria. Au Nigeria, qui meurt en 98, je crois. Ouais. Donc, alors... Qui a détourné des centaines de millions. On parle de 3 milliards. Ah, d'accord. Oui, de dollars. Hein. Parti en Suisse, parti à Londres. Alors... des sociétés occidentales qui versaient des pots de vin pour avoir accès au puits de pétrole, puisque le Nigeria, je crois que c'est le pays d'Afrique qui a les plus grandes réserves pétrolières, c'est aussi un des pays les plus pauvres et un des pays où il y a le plus de guerres. Cherchez l'erreur, alors qu'il y a des richesses. Et les grandes compagnies occidentales qui sont là-bas, elles achetaient pour avoir droit à accès à un puits de pétrole, elles arrosaient par des intermédiaires. J'emploie l'imparfait. Oui. Bon. Et donc le général Abacha, eh bien, son successeur, pris d'une subite vertu, dépose plainte en Suisse et à Londres. Les Suisses ont fait une enquête. Ils ont récupéré de mémoire 600 ou 700 millions de francs suisses, c'est-à-dire peut-être 600 millions de dollars, l'équivalent. Oui, c'est peu et pas beaucoup en même temps, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, en tout cas. Et aujourd'hui, ils ont mis en place des systèmes par des ONG pour le restituer là-bas, en construisant des routes, des hôpitaux. Bon, on avance quand même. Mais Londres, qu'est-ce qu'ils ont fait, Londres? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc c'est parti en fumée. Enfin, c'est... Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, ouais. Pas pour tout le monde. Il y a des intermédiaires. On a parlé des fils Abacha. Non, c'est jamais complètement perdu. C'est perdu pour nous. Oui, c'est clair. C'est perdu pour le Nigeria, qui le recouvrira jamais. Ce qui est terrible en même temps quand on vous lit, c'est qu'on vous dites une réforme d'envergure est réellement efficace, doit-elle viser à la fois les comptes bancaires et les coquilles vides, mais ces mesures resteront lettre morte si elles ne s'accompagnent pas de mesures spécifiques visant les paradis fiscaux. On ne peut pas s'en affranchir, il n'existe pas d'obligation sans sanction. Les États souverains qui offrent des caractéristiques des paradis fiscaux ne sauraient être autorisés à ne pas appliquer les règles nouvelles de transparence. Ceux qui refuseront d'adopter ces nouvelles normes édictées dans l'intérêt commun devront être sanctionnés. Les mesures doivent être économiques, il en existe une panoplie. Et vous prenez l'exemple de Dubaï en disant « Dubaï ne survivrait pas économiquement si toute opération commerciale ou financière lui était interdite, notamment avec son partenaire américain. Cette place qui s'affiche régulièrement comme le paradis des investisseurs et accueille l'argent, quelle que soit son origine, ne résisterait pas à de telles pressions. » Alors on attend quoi? Dubaï, il y a du pétrole. Abu Dhabi. Vous pensez qu'aujourd'hui, les États sont prêts à dénoncer Dubaï et à... Hein, comment vous allez vous chauffer cet hiver? Non, mais juste comme ça. Ouais. Le Qatar, ils ont du gaz. Tous ces pays-là qui sont... Puis les Américains, ils ont le gaz de schiste. Voilà. Donc, moi, je vous conseille aujourd'hui Dubaï. Les Russes ne vous tomberont pas dessus, et les Occidentaux non plus.
Et vous croyez à une prise de conscience internationale, vraiment, ou pas? Non, je crois à la prise de conscience des gens. Le jour où les gens ont conscience de ce problème-là et diront ça suffit, ceux qui se présenteront dans leur programme électoral ne mettront pas le problème des paradis fiscaux en tout petit à la fin de leur programme. Cette COP fiscale que vous appeliez de vos voeux il y a quelques mois, elle servira à quoi? Elle serait sur le même modèle que celle de la lutte contre le réchauffement climatique? Parce que l'urgence est aussi importante? Ben, c'est de même nature. Alors on peut considérer que respirer un air mauvais, c'est plus grave que d'avoir de la fraude fiscale. Après, c'est une question d'appréciation personnelle, mais enfin, il y a un vrai sujet. Et je dirais que il n'y a que des solutions internationales qui peuvent y remédier, et à condition qu'on applique effectivement des sanctions contre les États récalcitrants. Encore une fois, mettre au pas des pays comme les îles Caïmans, Panama, etc., ils sont dans l'orbite américaine. Ça veut dire que les Américains les tolèrent. Bon, Jersey, Guernsey, etc., les Anglais les tolèrent. Arrêtons de... Bon, en Europe, Chypre et Malte, l'Europe les tolère. Donc, le jour où ces entités qui sont victimes, parce que ce sont nos États qui sont victimes, les gens en auront vraiment conscience, le jour où peut-être les États pourront plus payer. Moi, je pense souvent à Philippe le Bel. Ouais, dire que la comparaison s'arrête là, les Templiers. Les Templiers étaient plus riches que lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché une vague de perquisitions et il a confisqué l'argent. Bon. Il a fait des procès en sorcellerie. Là, je ne suis pas du tout. Mais nous sommes des États de droit. On est en droit de faire respecter l'état de droit. Donc ça supposerait des actions judiciaires, etc. Mais ça passerait d'abord au préalable. Là, je suis dans l'utopie, je suis dans le rêve total. Ça passerait d'abord par une volonté politique internationale, quelques États moteurs qui sont victimes et qui prennent l'initiative. Alors on a parlé par exemple d'une COP fiscale. Pourquoi pas une COP fiscale? Une COP fiscale, allez, on se réunit tous. Qui fraude, comment, pourquoi, oula, bah les masques. Ah, je veux dire que là, des freins, il y en a. Sans compter, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et je m'en suis rendu compte bêtement en écrivant le bouquin, qu'il y avait plus de dictature que de démocratie dans le monde aujourd'hui. Si vous prenez l'ONU, il y a plus d'États tyranniques, en quelque sorte, que de véritable démocratie. La tyrannie, la dictature, ça veut dire quoi? Pas de contre-pouvoir, pas de presse libre, pas de juge libre. Ça veut dire corruption, ça veut dire on se sert. Eh bien oui, on se sert. La Chine, par exemple, je lis quelquefois les comptes rendus sur la Chine, on a bien compris que en Chine, tout le monde est corrompu, sauf le numéro 1. En Algérie, ils ont fait le ménage. Alors c'est marrant, il y a la moitié qui se retrouve en prison et l'autre moitié qui est aux manettes. Ah, ben oui. Donc, si vous avez une majorité de dictature, comment voulez-vous qu'il y ait un mouvement général, parce que ces dictateurs, ils s'en mettent plein les poches. Et c'est pas oui, ils ont des valises de billets, ok, d'accord, pour leur argent de poche. Mais le plus gros, il n'est pas là. Il est caché dans ces paradis fiscaux. Vous ajoutez les paradis fiscaux, ces pays n'ont aucun intérêt à ce qu'on fasse le ménage. Les seuls qui ont intérêt, ce sont nos démocraties. Et l'Europe pourrait quand même faire le ménage chez elle. Comme vous citez l'Irlande, Malte, Luxembourg. Oui, mais là, on se heurte au nationalisme. Parce que si on veut faire un ménage sérieux, il faut une police, une justice européenne. Procureur européen. Oui, mais on a créé un procureur européen, ils ont 20 ans à le créer, mais il a des pouvoirs extrêmement limités et il ne peut pas agir sur toute l'Union. Il agit pas, il a des procureurs délégués dans chaque pays. Donc il n'y a pas une véritable... Vous allez aux États-Unis,
quand je travaillais avec les Américains, ils ont une police fédérale. Ils ont des procureurs fédéraux qui agissent sur tout le territoire des États-Unis. Nous, au Texas, il y a un procureur qui va faire une enquête au Texas, il y en a un autre à New York. C'est ça l'Europe. Donc tant qu'on n'aura pas de supranationalité, qu'on ne sera pas prêt à déléguer, et on retombe dans la géopolitique, on tombe dans la politique, on ne pourra pas lutter efficacement parce qu'il y a certains pays qui sont naturellement réticents. Ils en vivent. Les fiduciaires que vous allez voir au Luxembourg, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire le ménage sur ces fiduciaires? Je ne dis pas qu'il faut supprimer toutes les fiduciaires, parce que ces fiduciaires, elles gèrent aussi de l'argent légal, de l'argent propre. Mais dès lors qu'elles s'adonnent à de la fraude fiscale organisée, ou au blanchiment de la corruption, ou au blanchiment du trafic de drogue, ou au blanchiment des oligarques aujourd'hui qui sont montrés du doigt par tout le monde, elles devraient être sanctionnées. Dans leur propre pays, elles ne le sont jamais. Voilà. Alors, le jour où on verra des sanctions, on commencera à avancer un peu. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez tenace. Est-ce qu'il faut aussi savoir quand même accepter de perdre parfois, parce que vous n'avez jamais... Je n'aime pas perdre. Oui, mais il a bien fallu parfois que vous acceptiez de le faire. Mais j'aime pas qu'on me le rappelle. Je suis un mauvais perdant. Je voulais qu'on revienne un peu sur le livre de l'année dernière. Alors, vous évoquez dans le livre cet appel de Genève en octobre 96, qui était justement destiné à éveiller les consciences des citoyens sur la corruption et la difficulté que vous aviez, les 7 juges européens, enfin en tout cas 7 magistrats européens qui avaient lancé cet appel, qui avait fait grand bruit, à travailler. Et vous aviez lancé cet appel, vous vous rappelez dans le livre, notamment parce que Jacques Toubon, enfin c'est pour ça que vous aviez accepté, Jacques Toubon, le ministre de la Justice, j'avais oublié ça, avait dit qu'il estimait trop étroite, j'ai bien dit trop étroite, les collaborations entre les magistrats suisses et les collègues français. J'avais oublié cet épisode. Et puis Michel Charasse avait dit, ministre des Finances, juste après cette tribune, il avait parlé de vous en disant « Un magistrat du siège conseiller à la Cour d'appel de Rennes a très gravement manqué au devoir de réserve que lui impose son statut ». Et puis je citerai un dernier exemple que vous évoquez, l'allocution de François Mitterrand le 14 juillet, c'est pendant l'affaire Urbain, et François Mitterrand disqualifie l'instruction et déclare que la procédure, la vôtre, lui paraît bizarre. Parce que vous aviez perquisitionné le siège du Parti Socialiste. Vous dites dans le livre que vous avez publié il y a 2 ans, quand même, que ces années 90 sont quand même révolues, a priori, et que de cette culture de soumission à laquelle était finalement contrainte la justice, elle s'en est émancipée. Vous le datez de quand, précisément, cette émancipation? Ces années-là, les années 90-2000, qui ont été les années de plomb, où parce que avant cette période-là, la justice ne remontait jamais. Sur les circuits financiers, sur les politiques, etc. Trouver tous les scandales, vous pouvez remonter même très loin sous la Troisième République, scandale de Panama, où il y a je ne sais pas combien de députés qui avaient été achetés, le Stavisky, etc. Il y a eu plein de scandales, ils ont systématiquement étouffé. C'est-à-dire que la justice n'est jamais remontée aux vrais responsables. Et l'enjeu, c'était celui-là. Et on est quelques-uns à avoir été confrontés par les dossiers qui nous ont été confiés, et puis dans une époque qui changeait, on a dit non, c'est pas acceptable. Donc on est allé sur un terrain qui n'était pas habituel, et finalement c'est nous qui avions un comportement anormal. Donc les politiques nous ont attaqués. Les petits juges rouges. Moi, je me suis heurté au Parti Socialiste, j'ai aussi le Parti Républicain à l'époque. Mon collègue Éric Alphen, vous parliez de Jacques Toubon, qui se plaint parce que les juges français travaillent trop vite avec les juges suisses. La coopération marche trop bien, il faut le faire quand même. Il est ministre de la Justice, nommé par un certain Jacques Chirac. Et à la même époque, mon collègue Éric Alphen enquête sur les finances du RPR.
la ville de Paris, dont avait été maire un certain Jacques Chirac. Mais vous l'avez bien compris, il n'y a jamais eu d'affaires. Jamais. Tout ça, c'est des inventions. Donc, quand Jacques Toubon est garde des Sceaux, il écrit au garde des Sceaux, enfin l'équivalent en Suisse, hein, parce que chez eux c'est confédération, en se plaignant. Parce que pour aller plus vite, comment on faisait nous? On s'adressait au juge suisse en disant il y a urgence. Parce que l'urgence permettait de faciliter la transmission, d'éviter tous ces circuits que je vous ai racontés tout à l'heure. Mais il fallait dire que c'était urgent. Donc on disait que c'était urgent. Excusez-moi, mais quand vous instruisez 7 ans après, il y a urgence quand même. Hein. Bon, il y a toujours urgence. Enfin, moi, c'est ma conception. Donc le garde des Sceaux français s'est plaint auprès de son équivalent suisse en disant il y a trop de coopération basée sur l'urgence. Le procureur général de Genève, qui lui est un magistrat indépendant élu, qui voulait faire place nette sur Genève, il a répondu. En s'offusquant. On pourrait comprendre que le ministre suisse se plaigne auprès du ministre français que ça aille trop vite, mais dans l'autre sens, on ne comprend pas. Et on est 3 à avoir écrit, alors la violation de l'obligation de réserve, je vous le concède, je suis passé 2 fois devant le Conseil supérieur de la magistrature. Félicitations. Mais ils m'ont jamais condamné. J'étais blanchi les 2 fois. Bon. Et donc, violation de l'obligation de réserve, parce que je signe une lettre avec 2 autres collègues en disant c'est pas normal, on soutient la position du procureur général de Genève. Réaction de Jacques Toubon, alors qui fait convoquer les 3 juges, dont moi-même, par mon premier président de la Cour d'appel, qui me convoque. Ah, vous avez été à Genève, vous avez signé... Oui, parce que on a soutenu la lettre, mais après on a signé un appel de Genève, justement, visant à renforcer la coopération, pour dénoncer tout ce que je vous dénonce aujourd'hui, déjà à l'époque. Et donc, Jacques Toubon va s'en offusquer, donc je vais être convoqué par mon premier président en disant « Ah, vous avez critiqué ». Et je lui ai dit « Mais, alors, quand je vous dis que je suis borné, non, j'ai l'air gentil comme ça, mais si vous me chatouillez de trop... J'ai dit, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est que vous êtes un magistrat du siège. Vous êtes un magistrat indépendant. Et vous obéissez à une injonction du pouvoir exécutif. Mais non, mais c'est pas comme ça. Vous savez, c'est pas comme ça. Oui, je reste sur ma position. Et ils ne m'ont pas poursuivi cette fois-là. Ils m'ont poursuivi dans Clearstream, ils m'ont poursuivi dans Poulain aussi au début. J'ai droit à la Conseil supérieur de la magistrature. Mais là, ils ne m'ont pas poursuivi. Ils ont, aveu de faiblesse, ils ont mis la pédale douce. Voilà. Mais ça n'existerait plus aujourd'hui. Des interventions comme celle de Mitterrand, des interventions comme... Non. C'est fini. Imagine pas alors, ça, je ne le conçois pas aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Mais demain, je ne l'exclus pas. Oui. Parce que le système n'a pas été changé. Donc il n'y a pas d'indépendance du parquet, c'est ça? Voilà. Ouais. Les procureurs ont acquis une indépendance de fait. Et regardez, bah oui, j'ai instruit l'affaire Cahuzac aussi, au passage. Regardez l'affaire Cahuzac, l'affaire Fillon. Ce sont 2 affaires qui sortent dans la presse et la justice va embrayer tout de suite. On va même reprocher à la justice d'aller trop vite dans l'affaire Fillon. Parce qu'on est en pleine campagne, etc. Bon, ça tombe juste à ce moment-là. Mais peu importe. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus étouffer. Alors, évidemment, il faut que l'information sorte quelque part. Une fois qu'elle est sortie, vous ne pouvez plus. Mais les procureurs, donc le procureur de Paris, a enchaîné, très bien. Il a saisi un juge d'instruction, des juges d'instruction indépendants, donc ça a bien fonctionné. Mais ce procureur, les procureurs, comme aujourd'hui le procureur financier à Paris, ils sont nommés par le garde des Sceaux. Donc demain, si vous avez un pouvoir un peu autoritaire, il peut très bien nommer des personnes
qu'il aura choisis comme à des postes clés. Procureur Paris, procureur financier, procureur général Paris, vous avez 3 postes clés là déjà, et procureur Nanterre. Parce qu'il y a toutes les grandes sociétés de la défense. Là. Bon. Moi, je regarde des sceaux dans un régime autoritaire, je sais faire. Mais oui. Donc, ces réformes statutaires donnant une indépendance de droit aux procureurs qui l'ont acquis de fait sur le terrain, on les attend toujours. Et le pouvoir politique n'en veut pas d'ailleurs. Ouais. Ils ne veulent pas laisser des procureurs, ils appellent ça des potentats locaux, définir eux-mêmes leur politique pénale sur leur terrain sans qu'il y ait un contrôle central. On est dans un État jacobin. Donc tant qu'il n'y aura pas cette indépendance, il y aura suspicion permanente. Toujours. Exactement. Il y a suspicion. Même encore aujourd'hui, je suis sûr que je poserai la question dans la salle. Est-ce que vous pensez que la justice est indépendante? Non. Ah oui, oui. Bon. Voilà. Donc, on est encore loin du compte parce que vous avez cette perception que je comprends. Dans la réalité, regardez ce qui se passe. La justice est plus indépendante que vous ne le pensez aujourd'hui. Je le dis sincèrement, je m'en fiche. Moi, c'est pas mon... Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus étouffer. D'abord, vous avez les médias, vous avez Mediapart, vous avez les télés qui vont prendre le BFM, tout ça qui va prendre le relais. Vous ne pouvez plus étouffer. Donc la justice, elle évolue dans cet univers. Elle n'étouffe plus aujourd'hui. Mais elle n'a pas acquis, on n'a pas donné aux procureurs ce statut qui leur permettrait d'être définitivement et pour l'avenir indépendants. Qui se souvient dans la salle de l'affaire Boulin, que vous avez donc traité, 79. Oui, tous. Cette histoire de cession de terrain donc, à Ramatuelle, cession suspecte. Un scandale donc immobilier qui va aboutir au suicide du ministre du Travail qui est en exercice, Robert Boulin. Et à l'époque, vous êtes jeune magistrat, vous avez 27 ans. C'est quasiment votre première grosse affaire, vous sortez quasiment de l'école de magistrature, et vous êtes cloué au pilori. Boulin, dans sa lettre, vous qualifie de juge haineux. Est-ce qu'au moment où vous apprenez son suicide, et vous découvrez la lettre dans la presse, je crois, à la télévision, est-ce que vous vous dites « je suis peut-être allé trop loin », alors que vous n'avez fait que respecter la loi? Oui. Oui. Je passe une très mauvaise journée en découvrant mon nom. Une photo en plus, à l'époque, elle n'était pas géniale, la photo. Sur TF1, par quelqu'un qui est venu ici d'ailleurs, Poivre d'Arvor, je le revois, lisant les extraits de la lettre de Robert Boulin qu'on avait trouvé mort la veille. Alors au début, c'était le procès de la presse, et là, ah ben non, c'est le procès de la justice. Et le mien en particulier. Et je vais l'après-midi, la mort dans l'âme. Au tribunal, j'étais à Caen, je m'enferme, je m'isole. Je dis à ma greffière, vous ne me passez personne, parce que j'ai compris que toute la presse parisienne déboulait à Caen. Et là, effectivement, je me pose des questions, parce que j'ai fait des investigations sur son compte bancaire, sur ses comptes bancaires, d'un ministre en exercice, sans le dire à personne. Je n'ai pas informé le procureur, je n'ai pas tenu de le faire. D'autres l'auraient fait par courtoisie. La courtoisie n'a jamais été mon fort, hein. Ni la courtoisie, ni la diplomatie. Bon, donc je le fais tout seul. Vous êtes le seul à le savoir? Ou votre greffière peut-être, ou votre greffier? Oui. C'est tout. Et le banquier. Oui, le banquier. Ouais. Et le banquier. Et je vais avoir la réponse quelques jours après sa mort. Il était question d'un don de terrain de 40 000 francs en espèces. Il avait déposé 40 000 francs en espèces le jour même, ou le lendemain, sur son compte à Libourne. Alors, j'ai lu dans un livre qui a été écrit par des membres du cabinet du garde des Sceaux de l'époque, Alain Perfit, qu'il aurait, le dimanche ou le samedi, il allait les week-ends à Libourne. Je crois qu'on l'a retrouvé mort en début de semaine qui suivait. Il aurait rencontré le banquier de Libourne, qui aurait pu lui dire que, voilà, il y avait une investigation sur son compte. Donc ça a été... et là, je me suis posé la question, si c'est pour ça que ça se termine comme ça,
Ça va comme... ouais. Parce que j'ai fait mon boulot. Donc, vous êtes soutenu par vos collègues d'ailleurs à l'époque. Et le soir même, mes collègues se réunissent spontanément, sans que je le sache, à l'Assemblée Générale, et lisent une motion de soutien en disant elle n'est pas du tout... Alors en plus, dans cette lettre, elle n'avait pas de sens, parce que dans cet écrit, bon, il me taxe de juge haineux de la société, bon, je veux bien, mais j'ai conclu un pacte avec... Alors, moi, petite juge rouge, j'ai conclu un pacte avec un garde des Sceaux qui n'est pas spécialement rouge, Alain Perfit, qui est en concurrence pour lui pour être Premier ministre, donc il veut lui faire la peau. Donc il me confie le défaut, le dossier pour que je l'enfonce. Ah non, mais c'est ça la lettre. Et un pacte avec l'escroc que j'ai incarcéré entre-temps et libéré, d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas le garder éternellement, pour le mettre lui en cause. Donc il est victime de... Je suis au centre du jeu, mais j'ai un pacte. Donc je me disais au fond de moi-même... tout ça n'a pas de sens. Mais vous savez, un juge, il ne peut pas parler. Surtout pas sur un dossier qu'il a. Et en plus, une personne qui s'est donné la mort ou qui est morte, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis effondré, vraiment effondré. Je vais avoir une première enquête du Conseil supérieur de la magistrature, à l'époque, qui va conclure que finalement j'ai fait mon travail. Le dossier, l'escroc a été condamné, mon dossier a été validé, puisqu'il a été condamné. Mes investigations, personne ne les a remises en cause, il n'y a eu aucune annulation d'acte que j'avais pu faire, donc j'ai été validé. Donc ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que, vous savez, vous prenez un coup très fort, là, ça passe ou ça casse. Là, c'est passé. Donc, après, quand j'ai été attaqué dans l'affaire Urba par le Parti Socialiste... C'est ce que je me demandais si ça avait influencé votre carrière derrière. Est-ce que ça... Vous y avez repensé? Ça m'a blindé. Ça m'a blindé. Ça vous a blindé? Ça m'a blindé. Je ne dis pas que les coups que j'ai pris par la suite, ça m'a rien fait. Mais je veux dire, le pire, je l'ai connu au début. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'affaire qui m'a le plus marqué. Je suis tombé dans le bain tout petit, là. Et quels sont les principes, les attitudes, les comportements que vous avez adoptés pendant votre carrière et sur lesquels vous n'avez jamais transigé? Alors, la hiérarchie, j'en ai rien à faire. C'est pas la peine qu'ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Donc, je suis très mal élevé. Et deux, je fais ce que je veux. D'accord. Non, mais parce que je me dis depuis tout à l'heure que vous faites parfois de l'humour. Vous en faisiez en garde à vue parfois avec des... Comment? Vous faisiez de l'humour parfois en garde à vue avec les personnes qui étaient en face de vous? Non. Votre rôle, c'est de faire peur en garde à vue un peu, non? Non, attendez, d'abord la garde à vue, c'est les policiers. Oui, c'est pas la garde à vue, pardon. Dans l'entretien dans vos bureaux, pardon. Non. J'ai toujours considéré que l'humanité doit l'emporter sur tout le reste. L'écoute, le dialogue. On peut toujours se tromper. C'est mon obsession, c'est de me tromper. Parce que je suis sur des terrains qui ne sont pas faciles, on peut me manipuler. D'ailleurs, j'ai fait l'objet de manipulation dans Clearstream. Il faut absolument vérifier et écouter les personnes. Et souvent, en écoutant les personnes, on va se faire une autre idée de ce qu'on pouvait penser avant. Ou à l'inverse. Mais le dialogue fait partie du métier. Donc le doute aussi. Mais le doute, c'est fondamental. Si vous ne doutez pas, faites un autre métier, parce que là, vous allez aller dans le mur. Si vous avez une certitude, parce que vous avez des intuitions, parce que les policiers vous disent que, ou le parquet vous dit que, les procureurs, bon, vous avez une certitude, et puis vous n'écoutez pas ce que vous disent les personnes que vous avez dans votre bureau, si elles disent la vérité et qu'il y a des choses fausses, vous ne ferez pas la lumière. Mon angoisse, c'est de me dire... Si je renvoie des personnes devant un tribunal, c'est que le tribunal me dise « Monsieur, vous êtes trompé. Monsieur, vous n'avez pas vérifié tel point. Il fallait vérifier. » Donc, il faut tout vérifier. À commencer par ce que disent les personnes. Vous avez un alibi. Vous commettez un meurtre, vous avez un alibi. Ben, je vais le vérifier. Même si j'ai la conviction que c'est vous. Et je vais le démonter. Autant que je puisse le faire. Et puis, s'il est vrai, l'alibi... Si vous étiez chez votre maîtresse ce soir-là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je
ferai un non-lieu. Ouais, ça peut servir. Ça peut servir. Vous êtes souvent fier à votre intuition quand même par moment ou pas? Je suis obligé d'avoir des intuitions. Puisque le juge d'instruction, c'est comme un enquêteur, il émet des hypothèses de travail. Il faut qu'il ait des intuitions. Mais en même temps, il faut qu'il se méfie de ses intuitions. Donc, il a des pouvoirs. Donc, il faut toujours... Vous savez, c'est intuition, déduction. C'est-à-dire, il faut derrière un raisonnement, il faut des preuves. Donc, j'ai l'intuition que c'est là, ben, je vais chercher là. Si je me trompe, je vais le voir, normalement, en cherchant. Donc, c'est un jeu permanent d'équilibre entre l'intuition et la déduction. Sauf qu'à un moment donné, vous avez suffisamment d'éléments, même si la personne vous dit « oui, mais c'est parce que si, parce que ça », bon, arrive un moment, vous avez fait la démonstration. Il faut faire une démonstration, et au départ, on est obligé d'avoir des intuitions. On peut avoir des bonnes intuitions comme des mauvaises intuitions. Je vous laisse la possibilité de poser des questions maintenant à Renaud Van Ruynbeck, si vous en avez. Si vous avez des comptes quelque part, c'est le moment de vous confesser. Elles ont peut-être pas envie. Le lieu s'y prête. Le lieu s'y prête en plus. Le confessionnal, où est-ce qu'il est le confessionnal? Alors, il y a une vous l'avez enlevé? Monsieur, bonjour. Bonsoir, pardon. Oui, bonsoir, monsieur Van Ruynbeck. Alors, pardon, juste le micro, vous le posez sur votre menton et ce sera parfait, ouais. Merci. Bonsoir, messieurs, monsieur le juge. Oui, je voulais juste revenir, quand vous avez parlé de l'affaire Boulin. Vous, monsieur le journaliste, vous avez parlé du suicide. Je voudrais demander à monsieur le juge si, même si c'est difficile de répondre, je sais très bien, connaissant votre devoir de réserve, mais est-ce que vous mettriez des guillemets à suicide? Ça veut dire quoi, mettre des guillemets à suicide? Ben, est-ce que, voilà, est-ce que ce terme vous paraît irréfutable ou est-ce que... On parle d'assassinat, voilà, c'est ça. Oui, déjà, est-ce qu'on peut émettre un doute? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous pensez sur la fin tragique de Robert Boulin? Il y a une chose, il y a ce que je pense. Voilà. Je pense personnellement que c'est un suicide. Maintenant, il y a une information, je n'ai pas connaissance de tous les éléments. Il y a une instruction qui est en cours aujourd'hui à Versailles sur plainte de la victime de la famille pour assassinat. Bah, si on démontre que c'est un assassinat, je vous dirais, bah, je me suis trompé. Voilà. Mais moi, personnellement, à partir de l'affaire de terrain que j'ai instruite, du contenu de la lettre qu'il a écrite, en tout cas qu'il a expédiée, alors après, certains vont vous dire il a écrit certains passages, pas d'autres, bon. J'ai le sentiment que, parce que justement, j'avais progressé dans cette enquête, hein, et je veux dire, c'est même pas mon intérêt de le dire, parce que s'il est assassiné, c'est en reporter la responsabilité sur d'autres. Mais personnellement, je n'y crois pas. Maintenant, je peux me tromper. Oui, alors, pour compléter, c'était également la version du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, à l'époque, privilégiait la thèse du suicide. Même si les circonstances de la mort, enfin les ecchymoses, dans un étang où il n'y avait pas beaucoup d'eau, une noyade, bon, tout est possible, mais vous qui êtes au centre un peu du dossier, j'étais content d'avoir votre avis quand même. Oui, ceci dit, je n'ai pas instruit le dossier de sa mort. Exactement. Tout à fait. Je vais vous dire une chose, si j'avais instruit ce dossier, j'aurais fait une autopsie complète. Effectivement, l'autopsie n'a pas été complète, d'après ce qu'on a lu dans les ouvrages sérieux. Et à l'époque, c'est le procureur, je crois que c'est Versailles, mais c'est le procureur qui mène l'enquête. Il ne confie pas l'affaire à un juge d'instruction. Et à une époque, on est à une époque où les procureurs, bah, ils obéissent au procureur général qui obéit au garde des Sceaux. Donc ils n'ont peut-être pas envie qu'on aille trop fouiller. Mais c'est pas parce qu'on n'ouvre pas le crâne qu'il a forcément été tué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti par un commissaire qui a une bonne réputation, qui a fait toute l'enquête, et il explique tout ce qu'ils ont fait. Donc, il conclut au suicide. Maintenant, ils ont fini par ouvrir une instruction des années plus tard, qui a abouti à des non-lieux,
Et la famille a reporté plainte pour assassinat, etc. Il y a une procédure pour assassinat qui est ouverte. Tant qu'elle n'est pas terminée, on ne peut pas avoir d'avis définitif sur la question. Vous avez souvent été pris dans les vagues médiatiques. Est-ce que c'est compliqué de ne pas décider à chaud dans ces moments-là? Il ne faut pas décider à chaud. Il faut toujours garder une distance vis-à-vis des médias. Sinon, on n'est plus juge. On n'est pas le relais des médias. Puis les médias, vous savez, ils veulent des réponses tout de suite. Non. La justice, il faut qu'elle procède à des vérifications, qu'elle entende les gens, qu'elle confronte, qu'elle vérifie. Ok, ça ne doit pas durer 10 ans, je suis d'accord avec vous. Mais ça peut prendre des mois, et c'est normal. Donc il faut laisser le temps judiciaire, parce qu'on ne peut pas instantanément, moi vous me demandez, vous me saisissez d'un crime, je ne vais pas vous dire tout de suite c'est un tel, c'est un tel. J'ai besoin d'aller faire des investigations, d'aller chercher l'ADN, de voir ce que disent les uns et les autres. Il a un alibi, de vérifier si son alibi est vrai ou pas. Tout ça, ça prend du temps, et ça doit se faire dans la sérénité. Donc il faut mettre à distance les médias. C'est indispensable. Dans les dossiers médiatiques, bien sûr. Merci. Question, je vous en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez cité un certain nombre de pays en Europe qui sont susceptibles d'accompagner l'évasion, voire la fraude fiscale. Qu'est-ce que vous pensez du cas des Pays-Bas? Moyen. C'est bien ce que je pense aussi. Moyen. Pays-Bas, c'est comme l'Irlande, c'est l'évasion fiscale. C'est-à-dire que vous payez moins d'impôts, puis je crois qu'il y a certains impôts qui n'existent pas. Donc tant qu'on il faudrait uniformiser la fiscalité en Europe. Ah oui, mais ces pays-là ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils viennent vous dire que c'est des États libéraux, que c'est nous qui taxons trop. Voilà, on n'a qu'à moins. Un jour, j'ai eu une discussion avec un ambassadeur du Liechtenstein qui me disait oui, mais vous taxez trop en France. C'est normal que les gens comme vous viennent au Liechtenstein se réfugier dans nos bras pour qu'on les console. J'ai dit oui, mais monsieur l'ambassadeur, quand vous êtes malade, excusez-moi, je suis allé à Vaduz. Je suis allé une fois à Vaduz. Je n'ai pas vu d'hôpital à Vaduz. Quand vous avez une maladie grave, c'est pas à Vaduz que vous allez vous faire opérer. Heureusement qu'il y a des gens qui payent des impôts en France ou ailleurs pour financer les hôpitaux. Bon, c'est basique comme argument, mais vos enfants, ils ont fait vos études à Vaduz, bien entendu, on est d'accord. Ouais, alors, en l'occurrence, je ne sais pas s'ils ne les avaient pas fait dans les écoles privées très chères. Peut-être pas à Dubaï, mais bon. On ne se comprenait pas. Voilà. Non, on ne se comprend pas. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Je vais ouvrir une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de tous les bitcoins et toutes ces choses-là? Est-ce que ça ne va pas favoriser encore plus l'évasion fiscale sans passer par une fiduciaire, sans aller prendre l'avion, etc.? Bien sûr. C'est un instrument qui peut servir à la fraude. Maintenant, je ne vais pas vous dire que tous les gens qui achètent des bitcoins sont des fraudeurs. Il y a des gens qui veulent spéculer, qui se disent que c'est pas contrôlé par les États, qui vont... Aujourd'hui, ça vaut 10 000, demain, ça vaudra 20 000. Bon, il y en a, ça vaut 0 aujourd'hui, hein. Je ne sais pas, monsieur, si vous avez acheté des bitcoins. Bon, mais il y a une des principales sociétés qui a déposé son bilan. Et j'ai lu d'ailleurs dans la presse que le juge américain avait mis une caution à ce monsieur. Je crois qu'on était sur 400 millions de dollars. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Parce que moi, quand je vois un monsieur qui peut payer 450 millions de dollars, d'où il les tient? Alors, on rend l'argent, on ne va pas en prison. Ça, c'est le système de plea bargaining à l'américaine. Hein. Alors, c'est bien pour ceux qui, comme vous, avez placé votre argent dans les bitcoins, qui allaient récupérer un peu d'argent, mais ça se discute. Vous dites comment ne pas privilégier un placement dans une monnaie numérique utilisable sur Internet, fonctionnant à l'écart des réseaux bancaires, hors de tout contrôle et le plus important, fondé sur un système de cryptage. La preuve n'en est cependant pas apportée. Nous le saurons peut-être un jour et vous dites, en attendant, rien ne paraît remplacer un bon compte du Bayotte. Voilà. J'ai bien retenu la leçon. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un juge humain. Est-ce que certaines des personnes qui se sont retrouvées en face de vous l'ont reconnu? Est-ce que vous avez reçu des compliments de personnes que vous avez inculpées ou mises en examen?
Mais souvent, les personnes donnent beaucoup de compliments à leur juge. Ah, ouais, oui. Alors, De une fois façon qu'elles étaient inculpées, alors. totalement désintéressée. Bien sûr. Mais alors, une fois inculpé ou mis en examen, c'est arrivé? Oui, il y en a eu. Oui. Qui reconnaissent votre attitude humaine, en fait, c'est ça. Oui. Très bien. On terminera là-dessus. J'aime pas me donner des satisfecit, mais Ouais, très bien. c'est arrivé. C'est arrivé. Merci à vous. C'était pas toujours le cas. Non, j'imagine. Il y en a qui m'en Merci veulent beaucoup. toujours. Merci Renaud Van Rudenbeck.